Bonjour. Voilà. Donc, bienvenue à notre conférence. C'est une conférence sur un code concret qui est un projet qu'on a réalisé conjointement au musée Borealis. Donc, moi, je suis Isabelle, je suis la start-up dans cette histoire. Moi, c'est Romain, donc je suis coordonnateur dans un musée, donc je vais représenter le musée touristique et culturel aussi, parce que donc on va être aujourd'hui, on va parler un peu des deux choses. Donc, je vais continuer. Donc, oui, bien sûr, on va présenter ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, les choses qu'on a appris, mais c'est aussi une prise de position qu'on a sur la façon dont le milieu touristique pourrait s'emparer de la technologie. Alors, avant de commencer, on voulait vous poser la question, répondez-y intérieurement, répondez-vous à vous-même, comment vous vous positionnez par rapport à la technologie sur l'échelle de jaune à rouge. Donc, répondez-y intérieurement, puis on va continuer la présentation. Alors, on vous parle aujourd'hui de meurtre à l'usine. C'est un projet qu'on a réalisé à Borealis en phase de prototypage. C'est un projet de pilote, donc de meurtre et mystère numérique. Vous savez peut-être qu'un meurtre et mystère traditionnel, ça réclame beaucoup de ressources, c'est ponctuel, ça coûte cher, parce que surtout si on fait un grandeur nature où on a des acteurs qui viennent jouer des rôles, des personnages pour une enquête, ça coûte très très cher et c'est pas viable sur le long terme, il faut le faire de manière ponctuelle. Et le numérique, ça vient justement nous donner une piste de solution pour le rendre viable auprès des visiteurs au jour le jour et l'offrir en fait en permanence dans la vie. Donc un petit exemple en vidéo rapide. Comme vous pouvez voir, messieurs, dames, la forme du corps indique clairement une chute provenant du ballon. Mon assistante et moi avons décidé de faire une reconstitution de la chute. Donc vous voyez qu'on peut facilement recréer les personnages en fait grâce on peut recréer les personnages en fait qu'on aurait en réel si on faisait un meurtre mystère traditionnel, mais là avec le numérique on peut le faire aussi et on a trouvé une solution technologique pour le faire. Là on voit les pastilles, en fait ça fonctionne avec des pastilles, Isabelle va en parler tout à l'heure comment ça fonctionne la technologie, qui sont disséminées dans le musée. Il y a des petits pictogrammes sur chacune des pastilles et on a un plan, donc le visiteur avec donc sa tablette, son téléphone, il peut savoir où aller, quand et comment, parce que le premier personnage lui dit, bon, l'enquêteur va lui dire d'aller dans la salle d'arrestation, le rencontrer, donc il va savoir quelle pastille aller déclencher pour avoir le bon contenu au bon moment et suivre l'histoire dans le bon sens, si vous voulez. En grosso modo, c'est un plan qu'on donne aux visiteurs et ils visitent grâce à ça et avec l'association des pictogrammes. Et c'est par-dessus tout le musée. Le musée continue comme d'habitude, c'est comme on rajoute un layer par-dessus qui est de l'édification complètement autre, finalement. Oui. Alors, pourquoi travailler avec une start-up plutôt qu'une agence, entre parenthèses? C'est sûr que c'était une idée de longue date qu'on avait à Borealis de réaliser ce meurtre et mystère-là sous une forme qui serait viable sur le long terme. Et il restait à trouver le chaînon encore, en fait, tout simplement pour faire ça à faible coût et pour tester le produit, parce qu'on va vous parler de prototypage après. Et c'est une rencontre fortuite, justement. En fait, nous, on a été incubés la première année au MTLab, qui est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. Et puis, quand c'était rendu bientôt la deuxième année, ils voulaient promouvoir un peu pour obtenir d'autres candidatures de start-up. Et je suis allée avec eux. Je suis un exemple de start-up, finalement. On va faire une conférence de presse à Trois-Rivières. Et là, ben, on raconte ça. Puis dans la salle, il y avait une personne, Valérie, la directrice de Culture Trois-Rivières. Puis je pense qu'à la minute où s'est arrêtée cette conférence de presse, elle dit « Toi! » Puis elle dit « T'as-tu du temps? Est-ce que tu peux rester 2 heures de plus à Trois-Rivières? » Je dis « OK, oui. » Elle appelle Romain, elle dit « Romain, on a une rencontre. » Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé le projet. Et puis, vous remarquerez que cette histoire-là, c'est quelque chose de clé quand même, cette espèce de possibilité d'immédiateté et de rapidité. C'est un peu un des termes récurrents de notre présentation aujourd'hui. My Smart Journey, qu'est-ce que c'est en bref? On a une kiosque en bas si vous voulez jouer avec la technologie. On est le dernier kiosque au bout, le plus près, celui qui est le plus près de la bière, de la boisson, puis de la bouffe. Là. On va pouvoir vous jouer avec et vous le montrer, mais dans ce cas-ci, je vais vous présenter juste la base. On a une plateforme web sur laquelle les clients se rendent pour pouvoir déposer en moins d'1 minute des contenus,
vidéos, des textes, des audios, c'est très, très, très simple à utiliser. Si vous êtes capable de joindre un fichier, un courriel, vous allez être capable. Et puis, ces contenus-là s'affichent automatiquement dans notre plateforme. Et les petites parties, justement, débloquent ce contenu-là. Donc, ça permet de mettre des contenus à des endroits extrêmement précis, puis faire toutes sortes de jeux d'interactivité. Dans ce cas-ci, eux autres, en fait, un meurtre mystère, mais ils auraient pu faire un guide, un jeu. On est dans des escape rooms aussi, donc c'est un jeu qui est prêt à utiliser. Les visiteurs vont utiliser leur propre téléphone cellulaire pour pouvoir accéder au contenu, donc gestion de matériel, ou encore, dans le cas de Romain, ils ont pris des tablettes pour pouvoir faire une expérience un petit peu plus large qu'ils fournissent eux-mêmes. Donc, on voit ici des exemples d'interface de leur partie mystère. Donc, vous avez des objets suspects avec l'audio. L'explication. C'est très, très, très amusant comme mystère. Donc, notre proposition de valeur à nous, finalement, c'est quelque chose qui est prêt à utiliser. Donc, ça arrive par la poste et c'est prêt. C'est très, très simple. Vous pouvez réutiliser, changer selon peu importe ce que vous avez besoin de faire. Et c'est magique parce que c'est rapide, facile pour les visiteurs. Mais surtout, vous allez pouvoir les suivre parce qu'on arrive avec toute la data que le web peut offrir. Il n'y a pas d'application à télécharger. C'est 100% web. Vous pouvez connecter ça sur tous vos autres systèmes web, votre site web, toutes les autres activités web que vous avez. Vous pouvez faire des interrelations et vous pouvez suivre ce qui s'est passé si les gens ont réellement circulé parmi tout ce schéma numérique que vous avez mis en place. Alors, justement, quand on parle de co-développement, les deux parties en tirent profit finalement, parce que Isabelle était en phase alpha à l'époque, vraiment au début du développement de son. Je pense que ça faisait un mois qu'on avait décidé de faire ça. Donc, c'était très nouveau. L'idée, c'est de travailler ensemble pour en tirer profit, chacun et avancer en même temps là, et de beaucoup communiquer des choses. Et donc, c'est ça, l'apprentissage mutuel. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense j'espère que tu as appris aussi beaucoup de choses dans la relation de travail qu'on a eue. Et puis, je vais continuer là-dessus. Oui, absolument. Donc, et puis, pour les startups qui sont dans la petite salle, écoutez, quand on teste quelque chose de nouveau, quand on teste un nouveau projet, dans une logique de faire un produit après, il faut trouver des partenaires de co-développement. On ne part pas sur le chiffre, tout seul, notre bord, notre sol à coder, une plateforme web au complet. Là. Pour le faire avec du monde. Donc, dans notre cas, pour nous, c'était vraiment comme du pain béni d'avoir un client qui était prêt à jouer et à essayer de faire des choses avec nous, qui nous donnait un peu une bénédiction, qui nous donnait aussi un showroom. Parce que si vous voulez tester son marque mystère, son client potentiel, vraiment les accueils. On a fait ça en partenariat. Donc, comment ça fonctionne pour une start-up? Si vous avez un jour envie de lancer une start-up technologique, prévoyez votre prix, que vous allez payer votre produit. Donc, c'est pas une agence. Et après ça, vous coupez encore avec vos partenaires de test parce qu'ils vont investir en temps. Ils vont mettre du temps, ils vont tester, ils vont trouver des bugs, ils vont vous donner de nouvelles idées, ils vont dire ça marche moins bien, ça devrait changer, tout ça. Donc, dans cette logique-là, il ne faut pas se fâcher quand ils disent qu'il y a un bug qu'ils n'aiment pas comment c'est fait, il faut pas juste réagir et l'ajuster. Une communication continue, on se parle, on se dit les vraies choses. Moi, je leur dis aussi, regarde, si tu me demandes, qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça? Donc, on peut mutualiser le risque collectivement. Et pour eux, lui, il était mon client parfait parce qu'il avait envie d'être le premier. Alors, nous autres, on va chercher toujours, encore aujourd'hui, quand on a notre plateforme, on a un peu de développement qu'on rajoute, une fonctionnalité qu'on rajoute, on le fait toujours avec un premier client qui a envie de le faire. Puis, on lui fait un super prix pour ce bout-là de la plateforme parce qu'on sait qu'on va apprendre. Puis, en échange, quand c'est pas cher, vous acceptez aussi qu'on n'a pas de se planter de notre part. Donc, ça fait une bonne relation. Ces feedbacks-là nous ont propulsés vers l'avant parce que, voyez-vous, quand on a fait ça, on s'est rencontrés avec Romain il y a environ un an, finalement. Et puis, depuis, on a des jetons dans 5 pays. On a eu la chance de pouvoir travailler avec des super clients, faire toutes sortes de tests. Si vous aviez été au WAC cette semaine, on avait fait des tests même dans les 5 à 7 d'animation des poules. Et puis aussi, on a pu tester toutes sortes d'autres jeux, des escape rooms, des applications commerciales, etc. C'est encore des autres. Alors, la techno, ça coûte cher. C'est un petit aparté. Hein. On a souvent entendu dans le passé qu'il y a des expériences numériques, ça coûte un bras. Okay? Justement, aujourd'hui, on est là pour en parler. Dans le milieu touristique et de la culture, principalement, on a souvent des budgets serrés. On a souvent aussi des petites équipes, donc les ressources humaines limitées, des besoins en produits nouveaux.
Et on a deux options. L'option 1 qui est de produire sur mesure à partir de zéro. Souvent, ça va amener des coûts élevés parce qu'il faut développer une plateforme complète. Et du coup, une difficulté à faire d'autres projets parce qu'on va tout mettre nos œufs dans le même panier. Et pour moi, c'est un peu comme une roue qui tourne. Comment on peut sortir du dilemme? C'est prendre une autre option finalement. Celle qu'on a prise justement pour le prototypage du meurtre mystère, c'est on peut utiliser la méthode dont on parle aujourd'hui, de travailler avec une start-up par exemple, ou des produits existants déjà. Donc ça ne coûte pas nécessairement un bras effectivement. Seulement il faut oser, je pense que c'est le mot, là, oser utiliser la technologie émergente parce que travailler avec une start-up, ça fait un mois qu'elle a eu son idée. C'est ça, il faut juste avoir un peu de confiance en soi et y aller. Oser utiliser des technologies qui ne sont pas conçues pour son milieu aussi, mais qui peuvent très bien s'adapter, il y en a. Et oser explorer, hein, c'est ça, souvent le numérique est associé comme à des experts, de plus en plus c'est sûr que c'est ouvert à tous. Et on peut très bien travailler des projets numériques sans être un expert. Donc, ce que vous voyez au bas de la slide, ça c'est toute une série de logos que je suis sûre que vous reconnaissez, que vous utilisez tous les jours. Je ne pense pas qu'il vous viendrait l'idée pour faire une exposition ou une activité de faire programmer sur mesure l'équivalent de Skype. Okay? Donc le point est de dire qu'il existe des produits numériques présentement que vous utilisez, qui sont déjà prêts, qui sont à des prix ridicules par rapport à développer une expérience sur mesure, et que aujourd'hui vous en rendez même plus compte, mais vous utilisez tous les jours. Eh bien, il existe aussi des produits qui sont en expérientiel, qui sont en déploiement physique. Alors, il suffit juste de les trouver. Moi, j'ai toute la liste des compétiteurs. Je sais très bien ce qui existe d'ailleurs dans les fonds, on les préfère parce qu'ils sont plus appropriés. Donc, il faut juste chercher des solutions préfaites sur lesquelles vous allez pouvoir vous adapter votre projet. C'est certain que sur mesure, vous faites exactement ce qui est dans votre tête. On va vous en parler, ce qui est dans votre tête, puis ce qui arrive après, c'est pas nécessairement la même chose. Alors, juste aussi un autre petit aparté, donc le milieu culturel et touristique, il est reconnu pour sa capacité à multiplier les dollars investis. Donc, restons innovants et sortons de notre force créative. Donc, on va présenter les tiraillements qui peuvent se présenter quand on développe justement un outil numérique et après on parlera des facilitants. Donc, faire soi-même ou sous-traiter, c'est une bonne question. Utiliser les ressources internes de l'organisation, c'est très important parce que tout ce qui est idéation, création de contenu ou recherche, ça peut être fait par l'équipe à l'intérieur de l'organisation et ça peut sauver énormément d'argent. Ici, dans le cas de notre à l'usine, on a fait tout ça en équipe. D'ailleurs, une petite photo de mon équipe et vous allez les voir après. Donc, en tant qu'acteurs, ils ne sont pas acteurs, ils sont guides animateurs au musée et ils se sont prêtés au jeu. Donc, ça fait sauver des coûts hallucinants là, et c'est du prototypage pour l'instant aussi. Donc, c'est sûr qu'on pouvait se permettre de le faire quand on fera une version plus commerciale entre guillemets. On ira certainement avec des professionnels pour ça, mais on en parlera après du prototypage. Un autre tiraillement, donc se mettre en mouvement ou attendre une subvention. Moi, je pense qu'il faut avoir des projets mûrement réfléchis parce que d'une part, ça va faciliter les chances d'avoir des subventions quand il y a une présence, c'est-à-dire qu'on a un projet dans la poche qui est déjà bien réfléchi comme celui-là parce qu'on a fait un prototype. Et quand il y a une opportunité de financement qui passe, c'est plus facile de déposer plutôt que d'être en réaction de trouver tout un projet à déposer. Ah, il y a de l'argent, je l'ai inventé un projet. Donc, il faut se créer ces opportunités. Il faut prévoir aussi, je pense, dans les organisations touristiques et culturelles, je pense à un budget innovation qui peut être là au cas où on a vraiment une idée, là, comme on a l'opportunité comme à ce moment-là, un petit budget, pas besoin d'être très gros, pour pouvoir faire des tests comme ça, pour rester en mouvement. Je pense qu'il faut créer pour demain, pour l'opportunité de demain aussi, et avoir des projets dans les poches, prêts à l'usage. Et même si ça prend 2 ans avant qu'ils voient le jour, je pense que ça vaut la peine de les travailler en amont. Un autre point, Romain, qu'on a noté, c'était le fait que, comme ils ont déjà prototypé, ils ont déjà testé, c'est-à-dire sur le budget plutôt interne, mais quand ils vont déposer une demande de subvention, ils savent exactement quoi demander, ils savent quoi ils font, ils sont capables de présenter peut-être avec du data, de l'expérience, de venir appuyer leur projet, avoir un projet beaucoup plus solide finalement à présenter. Donc, une plus grande chance aussi d'obtenir de subvention. Utiliser l'existant pour faire du sur-mesure, c'est sûr que dans la majorité des projets, tu as une part de sur-mesure qui va de toute façon être là, ne serait-ce que pour le graphisme, par exemple, pour mettre ça à ses couleurs, à ses propres couleurs. Mais ça ne veut pas dire commencer à zéro. On l'a dit tout à l'heure, il y a des plateformes qui existent déjà, il y a maximum de journées qui existent, qu'on peut utiliser. Je pense que ça permet d'arriver à baisser les coûts énormément plutôt que de repartir à zéro. Je le sais, parce que j'ai déjà
pas mal plus cher, effectivement. Aussi, quand le projet, mais par contre, souvent, la contre-argumentation qu'on entend pour le sur-mesure, c'est même que ça fait un produit existant, ça ne fait pas exactement ce que je veux que ça fasse. Moi, je veux que ça fasse un petit peu différent. Donc, OK, mais est-ce que si supposons que tu utilises la fonctionnalité telle qu'elle est, et non pas plutôt faire une fonctionnalité en fonction de ton idée, mais bien tu t'adaptes, peut-être que ça peut générer, avec un peu de créativité, on peut adapter notre projet. Veux-tu nous parler des beacons? Oui, ben, c'est ça. Les beacons, moi j'ai essayé ça comme dans bien des musées ou bien des endroits touristiques un peu partout dans le monde. C'est sûr, ça sert, mais je me suis rendu compte que c'était très aléatoire. Et je ne crois pas passer sur les beacons parce que finalement, je l'ai transformé en force pour le projet. Et c'est pour dire que c'est pas toujours évident justement de travailler avec ça. On n'est pas sûr du résultat exact de où va être la personne qui va déclencher. C'est ça, donc les beacons dans le musée servent de manière aléatoire pour un but aléatoire. Donc si on cherche quelque chose de précis comme les pastilles là, on n'est pas là. Mais moi, ça me fait rire parce qu'il m'a dit, quand je me suis rendu compte que c'était pas fiable, j'ai décidé que mon jeu était aléatoire. Bon. Un petit rappel des étapes justement du projet rapide. Donc le projet était bien mûr, ça faisait un an qu'il macérait dans ma tête. L'idéation était bien amorcée, on avait déjà quasiment un scénario écrit. Il était en stand-by, le temps de trouver la technologie. On a rencontré Isabelle par hasard. Ça apportait la solution technique. Le projet pilote était possible à faible coût. Je peux vous le dire, ça coûtait $8. Dans le prototype avec Isabelle, c'est rien. Là. Au début, on voulait vraiment des clients. On a dit 1000 $. On travaille même avec qui 1000 $. C'est plus ce prix-là maintenant. Là, mais, et puis, notre expertise interne était bien déployée grâce justement à mon équipe. Donc, on a parlé. Et ça donne un prototype qui permet de bien cerner les faiblesses du projet. Et je en reparlerai après parce qu'il y en avait plusieurs. Et on aurait pu se planter en allant tout de suite vers une phase commerciale. Il est facilitant, parce qu'il n'y a pas juste littéralement, il est facilitant à faire la techno. Donc, le premier, c'est vaincre le sentiment des compétences. On n'est pas né dans le numérique ou encore on a eu des expériences négatives avec les projets numériques. Donc, on s'en rappelle encore, on a encore des cicatrices. Comment on vainc ça? Nous autres, ce qui nous a inspiré dans le produit, c'est justement d'observer ça. Le nombre de fois où un musée avait vendu quelque chose, j'ai toujours l'impression que c'était retrouvé par une agence. Je me suis dit, ben là, il faut faire quelque chose parce qu'ils peuvent faire un projet, faire eux-mêmes, plus d'équipe techno, plus d'équipe nécessairement d'agence. À la rigueur, tu parles même pas au graphiste parce qu'ils chargent à l'heure. Et qu'est-ce que tu peux faire tout seul super facilement? Donc, c'est un peu la base de notre projet à nous. Et on a décidé, c'est ma deuxième entreprise. Ma première entreprise, c'était une agence de stratégie, on accompagnait toute l'industrie. Et c'est pas du tout les mêmes expériences faire un service sur mesure, répondre à des problématiques, atteindre des objectifs, etc. Tandis que quand tu es un fournisseur, en fait, tu as un objet, nous autres, on voit comme des positifs électroniques. Dans notre tête à nous, là, à la fin, dans quelques années, là, vous allez nous voir un peu comme une fourniture de bureau, vous achetez, là, vous en mettez dans le placard quand vous avez besoin dans un peu de puis dans cette logique-là, ben, on ne facture pas comme un service, on facture comme un post-it. Okay? C'est super important pour nous autres aussi. Et puis, on essaye de toujours comme avoir ce thinking-là. Il faut que vous puissiez nous utiliser sans nous parler, pas parce qu'on ne peut pas vous parler, mais parce qu'il faut que vous soyez autonome. Donc, allez toujours dans des technologies qui vont vous donner une autonomie. Je pense à, mettons, Mailchimp. Mailchimp, vous n'avez pas besoin d'appeler Mailchimp pour envoyer votre newsletter. C'est un petit peu l'idée. Maintenant, aujourd'hui, la technologie est faite pour s'adapter à la réalité des humains, non pas le contraire. Donc, toujours miser là-dessus. C'est une bonne façon de faciliter. C'est sûr qu'un facilitant, c'est aussi la culture interne de l'organisation. Nous, la culture Fort-Rivière et principalement au patrimoine, on a une culture d'innovation, c'est un état d'esprit. Le travail transversal vis-à-vis des silos, la confiance, c'est le maître mot, je pense, des directeurs, des directrices dans l'équipe, envers son équipe. La force de l'équipe bien employée, le droit à l'erreur, surtout, je pense, et donc de tenter de combler aussi tranquillement les écarts de compétences à l'intérieur au niveau du numérique, j'entends. Donc c'est sûr que l'innovation numérique, c'est l'affaire de, c'est pas l'affaire du geek de l'équipe, je pense, c'est transversal et on doit se faire confiance, on doit faire confiance au chargé de projet aussi, mais c'est l'affaire de tout le monde a droit à la parole dans ces projets-là. Par contre, quand on a un projet, oui, sans nécessairement avoir le consensus des gens qui ont peut-être moins confiance. Voici notre équipe pour défendre les yeux. C'est pour moi. Une équipe à qui on
bon, la concertation du milieu, c'est un facilitant. Se concerter, partager entre institutions de même vocation, c'est très bien. Ça peut créer des communautés de pratique, ça peut créer des plateformes de professionnels. C'est super intéressant, mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est se concerter entre institutions qui n'ont pas la même vocation. Pourquoi pas, pour m'amuser, de travailler avec l'économie sociale, avec les incubateurs de start-up, etc. etc. C'est de partager les projets. Pour moi, c'est la base pour la réussite, parce que garder sa chasse, garder le projet pour soi-même, je trouve pas que ça porteur. Et de partager, ça donne plus d'opportunités, je pense, pour créer des projets numériques. Réduire la pression du renouvellement, c'est sûr que dans le milieu, on sent une pression donc, pour avoir de la nouveauté, avoir des nouveaux projets, pour proposer ça aux touristes. Il faut faire la distinction. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de Borealis, on a les trifluviens qui ne recherchent pas la même chose que les touristes internationaux. Le touriste vient souvent visiter le musée, puis il veut juste visiter le musée. Il n'a pas besoin d'avoir un marché mystère numérique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la visibilité. Et il ne reviendra pas généralement très peu, peut-être une fois lors d'un voyage. Mais le visiteur local, lui, pour qu'il revienne, il faut lui proposer de la nouveauté. C'est là que ça devient intéressant d'avoir justement un marché mystère numérique à lui proposer et une programmation culturelle variée. Donc, l'intérêt, donc il faut vraiment doser la pression qu'on peut se mettre sur les épaules à ce niveau-là, et à des fois, la simplicité, la visibilité de l'institution est suffisante. Exactement. Donc, souvent, quand on pense de refaire les lieux, on pense à un makeover, on va réinvestir, on va racheter des meubles, on va racheter d'autres affiches, tout ça. Mais il y a aussi une possibilité de changer le regard dans le cas du notre musée, où est-ce que c'est le musée tout à fait comme il était avant. Et puis, il y a à peu près, il y a juste une couche d'information, une couche d'expérience qui a été rajoutée. Donc, ça ne demande pas de payer pour un bilan. Le bon usage, bon, c'est sûr que il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'appels de projets avec des fonds publics pour le développement d'expériences numériques. Un petit manque d'accompagnement du milieu, la phase d'appropriation peut-être moins digérée aussi. Quelques échecs. C'est sûr que la techno, il faut qu'elle réponde, il faut qu'elle soit utilisée au service de ses contenus et de ses objectifs bien concrets. Donc la techno, pour être techno, je pense qu'aujourd'hui on peut tous dire non merci. Et attention aussi aux vitrines technologiques. Donc tel visiteur recherche une expérience immersive, veut qu'on fasse appel à ses sens, veut être surpris, la barre est très haute là, en ce moment, et va le devenir d'autant plus. Donc je pense que la technologie va permettre de répondre à ces objectifs aux attentes du visiteur, des touristes, mais ça reste à double tranchant, il ne faut pas tomber dans le piège. Et dans certains cas, je pense aussi qu'il faut avoir le recul nécessaire pour dire qu'on peut même s'en passer cette fois-ci de la technologie et ou aller vers des solutions alternatives, évidemment l'hôtel. Voilà. Vous avez quand même des industries de contenu, finalement. Donc, il y a l'expérience, puis il y a aussi le contenu. Il ne faut pas avoir juste l'expérience, puis il faut pas avoir beaucoup d'argent qui reste pour faire du contenu. Bon, on peut se reprendre, on s'est bien repris en main. Bon, c'est sûr que le plan culturel numérique du Québec a permis la phase d'accompagnement et d'appropriation, une nouvelle phase de visibilité réellement des contenus culturels. La vision est établie, je pense que tout le monde la partage dans la salle, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui on utilise des supports et outils numériques comme des outils de développement et de travail, non pas comme une fin en soi, et on les voit de manière transversale. J'espère que vous partagez la même vision que moi. Et il me semble que j'entends souvent plus parler de cette vision-là aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et moi, j'ai un petit concept peut-être un peu personnel, là, mais j'aime bien parler de techno-invisible. Pour moi, c'est un signe de succès. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est numérique, qui est bien intégrée, qui est non invasive, qui est fiable à 100%, qui ne demande que très peu de maintenance, qui est facile à utiliser et qui met en valeur les contenus. J'appelle ça la techno-invisible, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je trouve que ça a une belle efficacité dans les opérations quotidiennes, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens qui travaillent avec la technologie en tant que telle au jour le jour. Et il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du travail là-dedans. Alors, la technologie. C'est l'utiliser aussi pour le visiteur, ça vient avec un peu d'instruction normalement. Ou qu'il faut mettre quelqu'un pour administrer la techno parce qu'elle est trop complexe. Hein. Donc, voici la techno invisible. Ça prend, vous voyez, c'est très minimaliste. Là, et on peut même les intégrer aussi. C'est facile, là, comme on est en prototype, on les met avec la gomme à bleu, mais elles seront intégrées de manière permanente quand on sera rendu là. Mais c'est vraiment une technologie qui est invisible parce que
m'amuse aussi, c'est que c'est comme un ministère portatif. Il aurait pu le faire ici, en fait. On l'a pensé. Le prototypage, moi, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. C'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé dans ma carrière. Un projet qui n'est jamais parfait. Là, la photo que vous avez là, en fait, c'est un enfant qui joue avec les emballages alors qu'il y a aussi plein de cadeaux. Donc, des fois, c'est arrivé là, que les enfants, surtout les jeunes enfants, jouent avec l'emballage. Puis, c'est pas ce qui est prévu. C'est prévu qu'ils jouent avec le jouet. Donc, quand on fait un projet, c'est sûr qu'il ne sera jamais parfait. Tout le monde peut vivre avec ça. Mais l'affaire, c'est que c'est encore plus vrai qu'il ne sera pas parfait du premier coup. Donc, comment on peut tester puis itérer avant de faire des projets techno plus complexes ou sur mesure ou quoi que ce soit. Donc, aller tout de suite dans l'action, aller voir les clients, voir tout de suite comment ils vont utiliser le projet. Donc, on aime bien se voir comme un test finalement avant que vous fassiez genre la connexion du son, de la lumière, de la réalité augmentée, puis je ne sais pas quoi, je sais pas moi, stroboscope. On aime bien l'idée de vérifier si le contenu passe, si les gens apprécient le contenu, si apprécient l'interaction, si la thématique a du sens. Donc, on va vérifier aussi les clientèles, l'intérêt, est-ce que le prix est bon, est-ce que ça a de la valeur, le rendement aussi, le taux de rendement, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, présentement, peut-être qu'il y a un prix pour le ministère de test, après ça, s'ils vont le faire avec des acteurs, le prix risque de rester le même. Donc, le calcul du taux de rendement peut être fait en amont pour pouvoir savoir, ça va prendre combien de mois pour pouvoir amortir ce prix-là après. Et puis aussi, veux pas, c'est toujours vrai. Moi, je parlais avec Olivier Badian qui font les escape rooms. Les autres, ils sont spécialisés là, dans l'interaction pour pouvoir résoudre des expériences, faire des jeux, des défis, tout ça. Mais il m'a dit, ça me prend 3 à 4 mois roder une salle. 3 à 4 mois, c'est des experts de ça. Donc, c'est ça, une expérience interactive, humaine, prend du rodage et de l'adaptation, tout ça. Par conséquent, testez donc avec du low-tech, testez-moi plus simple. Je me rappelle, il y a 10 ans, quand je faisais des intranets, je leur disais, ça prend peut-être un vrai maquillage juste dans la cafétéria pour vérifier si les employés ont vraiment pu se parler. On peut vérifier avec du low-tech des choses simples. Dans ton cas, à toi, tester avec des cobayes. Oui, c'est ça, on invite des gens à venir tester leur ministère. Donc, ça nous a un peu enligné justement sur la suite du projet quand on dira une version du ministère qu'on va pouvoir vendre comme service à l'accueil du musée. Et justement, le futur du meurtre ministère, donc les retombées du prototypage, elles sont vraiment multiples dans ce cas-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si on l'avait fait directement selon notre vision de départ, c'était un échec assuré. Parce qu'on a déjà changé de public cible par rapport à la base où on disait le grand public, mais en fait, on va cibler certainement le corporatif et les adolescents. La scénarisation dans un style linéaire, elle va devenir libre parce qu'on s'est rendu compte que les gens ils se perdent dans le musée. Donc, de manière libre, ils pourront trouver des pastilles n'importe où, ça fonctionnera pareil. Dans n'importe quel ordre, oui. On va ajouter des portions physiques comme dans les jeux d'évasion pour renforcer un peu justement le scénario. Ça a changé notre vision un peu aussi de la perception de l'espace muséal des gens parce qu'en voyant qu'ils se perdaient là-dedans, ça pose des questions aussi pour des futures expos ou des choses comme ça. Et en plus, on va demander une fonctionnalité sur mesure, donc un peu sur mesure, ça fait pas mal non plus, pas mal. On a accepté. C'est parce que ça fait partie de la roadmap. Mais voyez-vous, la fonctionnalité sur mesure pour plus que 1000 $. Et donc, on voit les gains multiples de faire un prototype, de faire un projet pilote, de tester, de retester, de valider ce que les gens nous disent. Et parce que ça